On arrive à la fin de cette conférence qui était très riche, très stimulante. Donc, pour tout le monde, il a été un plaisir de participer, d'être questionné, interrogé par les thèmes, par les exposés, les intervenants. Et donc, d'abord, avant de compléter mon travail, je dis encore une fois merci à Josiane et à Marc-Éric pour avoir conçu cette opportunité d'échange et de connaissances réciproques. Je suis très heureux d'être ici entre Alain Herremer et Michel Agier pour une raison tout à fait concernant ma biographie personnelle. Je me suis occupé longtemps de la dépression et du deuil en Afrique et plus en particulier de l'histoire de la dépression dans la psychiatrie occidentale. Et je continue à travailler depuis longtemps sur la question des demandeurs d'asile, des réfugiés, des immigrés. Donc je suis particulièrement à l'aise entre Alain et Michel. Alors, bien-être, santé mentale, autonomie. Le bien-être est à la fois un état et un sentiment, mesuré, comme on le sait, avec des échelles de bien-être subjectif. Le bien-être est noué à la notion de bonheur et l'immense champ de recherche du bonheur recouvre celui du bien-être qui sont quasiment équivalents. Mais il est noué aussi à la notion de santé et particulièrement à la notion de santé mentale. Il touche également des domaines aussi divers que la qualité de vie ou la justice sociale. Donc on le sait, c'est une notion extrêmement large, polymorphe, sur laquelle des facteurs très divers interviennent. Alors je vais dire quelques mots rapides concernant la notion de bonheur avant de me centrer sur la santé mentale. En 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution invitant les pays membres à mesurer le niveau de bonheur de leur population. Un premier rapport s'en est suivi, World Happiness Report, qui a été publié en 2012, il y a un deuxième en 2013. Du côté européen, depuis 1976, la Commission européenne, quant à elle, fait réaliser des sondages sur des échantillons représentatifs de diverses populations nationales qui sont interrogées annuellement pour fournir aux décideurs de l'Union des informations fiables sur leur bien-être, sur les variables qui l'influencent et sur les modalités par lesquelles il se construit. En économie, on appelle à dépasser la notion de produit intérieur brut pour se centrer sur le bien-être. Et le programme des Nations Unies pour le développement emploie un indice de développement humain qui prend en compte, outre la richesse, c'est-à-dire le PIB, la santé et le niveau d'éducation. Donc le bien-être et le bonheur voisinent en permanence. Seulement, parallèlement à cette mise en exergue du bien-être, que l'on voit en tout cas dans les institutions internationales, mais pas seulement évidemment, parallèlement donc à cette mise en exergue du bien-être est apparue une critique du bien-être. En 1965, le sociologue américain Philip Rieff publie un livre polémique intitulé « Le triomphe du thérapeutique ». Par triomphe, il voulait dire que la thérapie ou la psychothérapie n'était plus seulement un moyen de soigner les gens, mais aussi et surtout une conception du monde qui a, écrivait-il, transformé l'homme social en homme psychologique, cette nouvelle personnalité qui est obsédée par son bien-être. Il écrivait que la thérapie était la vérité symbolique de l'âge présent, celle de la fin du vertical dans l'autorité. Et donc, il en résulterait une sorte de religion du bien-être. En 1978, le sociologue Christopher Lasch publie son célèbre « Culture du narcissisme » et lance l'idée que l'individu est devenu narcissique et que son moi est devenu en même temps fragile. L'atmosphère actuelle, écrit Lasch, n'est pas religieuse mais thérapeutique. Ce que les gens cherchent avec ardeur aujourd'hui, ce n'est pas leur salut personnel mais la santé, la sécurité psychique, l'impression, l'illusion momentanée d'un bien-être personnel. Leurs principaux alliés sont les thérapeutes qui leur donnent l'espoir d'obtenir la santé mentale. Alors, cette critique des psychothérapies et du bien-être se déroule dans un contexte, à savoir que les années 70 ont en effet vu l'éclosion de multiples thérapies, des thérapies de groupe, le triplinal, etc.,
thérapie qui vise non à soigner, mais à permettre l'épanouissement personnel de chacun. Et Philippe Rieff et Christopher Lasch sont deux cas exemplaires parmi les voix nombreuses qui s'élèvent à cette époque pour déplorer la psychologisation des rapports sociaux, la privatisation de l'existence, voire pour certains la psychiatrisation de la société. Donc, le triomphe du thérapeutique semble avoir représenté simultanément la mise en exergue du bien-être et de sa critique. La dynamique thérapeutique qui s'amorce dans les années 70 s'est poursuivie à travers l'explosion de nombreuses pratiques thérapeutiques aux noms les plus divers, ou parathérapeutiques, coaching, thérapie comportementale et cognitive, réhabilitation psychosociale, pleine conscience, multiples pratiques psychospirituelles, etc. Ces pratiques, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles ont infléchi l'idée du soin et de la thérapie, la grande inflexion étant celle qui déplace l'accent de problématiques thérapeutiques dans lesquelles il y a une dimension de guérison ou une visée de guérison à des problématiques d'accompagnement qui visent plutôt la capacité à agir de façon autonome et à faire ses propres choix. C'est pourquoi je vous propose une perspective sociologique sur les rapports qui se sont récemment établis entre bien-être et santé mentale, dans laquelle, enfin, à l'intérieur de la catégorie santé mentale se décline un spectre qui va du bien-être au mal-être. Donc bien-être, santé mentale et autonomie. Autonomie parce que les idéaux sociaux d'autonomie imprègnent, du moins dans les sociétés du Nord, et je dis que dans cet exposé, ce sont les sociétés du Nord que j'ai à l'esprit, donc imprègnent dans ces sociétés l'ensemble des relations sociales. Alors l'ascension du bien-être et la multiplication des thérapies sont peut-être l'expression de ces problèmes moraux soulevés par la pensée critique que je viens juste d'évoquer, mais plus profondément, elles accompagnent des transformations de l'individualisme qui sont marquées par les idéaux sociaux d'autonomie. Qu'est-ce que cela implique? C'est ce que je vais préciser évidemment. Mais pour le dire en un mot, cette ascension est l'expression d'un déplacement d'accent du pathologique, du handicap ou du déficit vers les compétences, les atouts, les capacités, le potentiel des individus. Et donc l'enjeu est une reconfiguration de la polarité normale pathologique au profit d'une problématique capacitaire qui met en exergue la capacité à décider et à agir de l'individu, c'est-à-dire son autonomie. Alors les deux questions que je souhaite traiter dans cet exposé sont les suivantes. La première, c'est en quoi la santé mentale est une nouvelle donne de nos sociétés et en quoi nos manières de vivre et d'agir en société mettent-elles en relief ces questions de santé mentale. La deuxième question, c'est quelle place y occupent nos idéaux d'autonomie individuelle. Alors, je vais d'abord décrire de quoi on parle quand on parle de santé mentale, puis je préciserai en quoi consistent nos idéaux d'autonomie et leur relation avec la santé mentale, et enfin, je terminerai sur un exemple ou une petite étude de cas. En première partie, la santé mentale est une notion extrêmement large, comme le bien-être d'ailleurs. Comme le manteau de la Vierge qui abrite des personnages fort divers, elle recouvre des réalités qui sont multiples. Et elle occupe en même temps une place centrale dans nos sociétés, étant donné l'intensité des préoccupations dont elle fait l'objet, par exemple dans le monde du travail pour l'adulte ou dans celui de l'éducation pour l'enfant et l'adolescent. À un premier niveau, la santé mentale désigne les problèmes de santé mentale, c'est-à-dire les entités psychiatriques ou psychopathologiques, dépression, addiction, schizophrénie, etc. Et aussi les pratiques pour y faire face, qu'on regroupe sous le vocable de thérapie. À un deuxième niveau, si on se tourne vers des documents comme la Charte d'Ottawa de 86 et vers la définition de l'OMS, elle s'élargit. La santé mentale s'élargit au-delà de la pathologie à la socialité humaine. Les phrases que je vais vous citer sont extrêmement connues, elles sont citées partout. La charte précise que
la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur de la santé, que son ambition est le bien-être complet de l'individu. L'Organisation mondiale de la santé, quant à elle, précise les fonctionnalités du bien-être, ce que le bien-être permet à la personne de faire. Je cite, la santé mentale est donc un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, peut surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Donc le point important ici est que la santé mentale, en se référant à la notion de bien-être, met en relation étroite la santé et la socialité de l'être humain qui apparaissent ici indissociables. Et dans cette relation, la santé apparaît non comme une fin, mais comme une ressource pour se confronter aux aléas de l'existence, à l'infinie contingence des relations sociales. Et donc la santé mentale recouvre un territoire très large qui va de la pathologie et des pathologies psychiatriques les plus lourdes comme la schizophrénie jusqu'au développement personnel où il n'est pas question du tout de pathologie. Les entités pathologiques elles-mêmes, qu'il s'agisse de dépression ou de schizophrénie, sont quant à elles caractérisées par quoi? Elles sont caractérisées par le fait qu'elles touchent à la fois les idées, par exemple le délire, c'est une atteinte des idées, les émotions, comme l'angoisse, et les sentiments moraux, comme par exemple la honte et la culpabilité. Autrement dit, ces pathologies affectent l'être moral de l'homme, et donc ses relations sociales et personnelles. Alors bien sûr, un cancer peut parfaitement affecter l'être moral de l'homme, mais c'est là une conséquence de la maladie et non un trait de la pathologie qui se voit dans le diagnostic même. Entre les années 70 et aujourd'hui, les entités ont connu des transformations. Ces maux qui étaient auparavant considérés comme des problèmes psychiatriques, donc de nature médicale, relevant du soin, sont aujourd'hui des questions sociales ou psychosociales qui traversent toute la société. L'école pour l'enfance et l'adolescence, avec la phobie scolaire, l'hyperactivité, les violences scolaires, le harcèlement. Ça traverse aussi le travail et l'emploi pour les adultes, avec la souffrance au travail, le harcèlement moral, le burn-out, le stress, etc. Donc la situation de ces pathologies a connu de profonds changements de leur place sociale, en gros au cours du dernier demi-siècle. Maladies pour partie, elles sont désormais des formes de mal-être. Mais en même temps que ces malaises et ces souffrances psychiques passaient au centre de la scène sociale, le bien-être à l'école et au travail faisait l'objet de préoccupations croissantes. Et bon, ça, c'est là la centralité de la santé mentale. La morbidité qui se présente ne relève plus donc plus seulement du domaine particulier de la maladie mentale, elle s'étend vers le domaine plus général de la vie sociale. Et notamment, cette morbidité met en lumière un trait majeur qui concerne le statut du symptôme, à savoir que le trouble mental est l'expression d'une difficulté liée à la socialisation du sujet qui en est atteint, comme par exemple les troubles de l'attention ou la phobie scolaire qui empêche l'enfant d'apprendre. Par ailleurs, les critères du fonctionnement social de l'individu, c'est-à-dire de l'autonomie, deviennent essentiels dans le diagnostic et les traitements, y compris dans les domaines classiques de la psychiatrie, comme les psychoses. Justement, mon troisième cas portera sur les psychoses et la reconfiguration, disons, de la relation normale pathologique. Donc, je disais, y compris dans les domaines classiques de la psychiatrie, comme les psychoses. C'est pourquoi, si les problèmes de maladie mentale représentaient un enjeu médical pour la société, les problèmes de santé mentale, eux, représentent un enjeu total. Ils imprègnent l'ensemble des relations sociales. Alors, si je reviens au deuxième niveau, c'est-à-dire celui du bien-être comme ressource, ce que les psychologues appellent aussi la santé mentale positive, ce souci tient, me semble-t-il, aux transformations des manières d'agir et de vivre en société qui ont mis progressivement en avant une dimension émotionnelle dans la vie sociale qui était relativement marginale auparavant. Ce qui m'amène à la deuxième partie de cet exposé. Je vais insister notamment sur cette dimension émotionnelle.
Alors, les transformations que je viens d'évoquer se sont produites dans un contexte de changement des idéaux sociaux, comme on dit en sociologie, des représentations collectives de l'être humain en société. À partir des années 60, nos sociétés rentrent dans une nouvelle dynamique dans laquelle tout ce qui concerne l'autonomie individuelle devient la valeur suprême. Nous sommes en effet progressivement sortis d'une société dans laquelle les clivages sociaux structuraient les affrontements politiques, définissaient les différences entre styles de vie et organisaient collectivement les identités personnelles, tout cela à l'intérieur d'un cadre national stable, pour entrer dans une société d'individus. Cette société se caractérise par un ensemble d'idées, de valeurs et de normes, donc ce que la sociologie appelle des représentations collectives, qui gravitent autour de l'autonomie individuelle. Plus précisément, je dirais que nos sociétés ont vu un déplacement de l'autonomie en tant qu'elle était une aspiration collective à l'autonomie en tant qu'elle est devenue la condition commune. L'autonomie est devenue l'horizon des significations de l'homme en tant qu'individu. Alors, l'autonomie devient une aspiration collective dans les sociétés développées à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, mais elle occupe encore une place relativement subordonnée dans la hiérarchie des valeurs. Elle correspond en gros à ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses. C'est la phase émancipation personnelle qui est marquée par la diffusion de valeurs de choix et de propriété de soi, sur le mode « mon corps m'appartient », mais aussi des valeurs d'innovation et de créativité individuelle. Entre les années 70 et 80, l'autonomie devient progressivement la condition commune et commence à imprégner l'ensemble des relations sociales via notamment la diffusion du travail flexible dans les entreprises qui en est certainement l'épicentre. Et dans ce cadre, l'initiative individuelle est fortement valorisée à travers 3 aspects qui peuvent sembler, selon les contextes, plus ou moins complémentaires ou contradictoires, à savoir l'indépendance, la coopération et la compétition. Donc, valorisation forte de la liberté de choix et de la propriété de soi, de l'initiative individuelle, de l'innovation et de la créativité, mais aussi de thèmes comme la transformation de soi, etc. Tous ces idéaux se caractérisent par un point, c'est qu'ils mettent l'accent sur la capacité à agir de l'individu. Et donc, je dis que nous sommes rentrés dans un individualisme de capacité imprégné par les idées, valeurs et normes de l'autonomie. Et donc, ce qu'il s'agit là, c'est d'un changement de l'équation personnelle en société. Et la santé mentale s'est développée dans ce contexte des changements de nos manières d'agir qui se sont progressivement institués depuis une cinquantaine d'années. Alors, je donne 2 courts exemples dans le travail et l'éducation. D'abord, le travail. Le passage du travail divisé, c'est-à-dire taylorien et fordien, au travail flexible, je disais, dans l'entreprise, c'est l'épicentre de cette transformation. Dans ce passage, la discipline change de sens. Elle ne c'est plus une discipline mécanique visant à obtenir juste, disons, une obéissance mécanique en même temps. Elle est subordonnée à la visée d'obtenir de l'initiative individuelle et donc des capacités pour l'individu à s'automotiver, ce qui veut dire que la discipline tend à l'autodiscipline. Et ce changement met au premier plan la responsabilité de l'agent à l'égard de ses actions. Il y a un rapport agent-action qui est beaucoup plus fort que dans le contexte fordien-taylorien. Dans la discipline traditionnelle, donc l'équation personnelle est faible, dans l'autonomie, elle est forte. Et ce changement se marque dans nos sociétés par la diffusion de formes de régulation des conduites qui sont à l'autonomie ce que l'obéissance mécanique était à la discipline. Là où il s'agissait, avec la discipline traditionnelle, de rendre les individus utiles parce que dociles, il s'agit aujourd'hui de développer les capacités des individus d'agir par soi-même de façon appropriée. Autrement dit, il s'agit de développer la capacité à s'auto-activer ou s'automotiver en montrant simultanément suffisamment d'autocontrôle émotionnel pour ne pas rater l'action.
Alors, le préfixe auto et les capacités évoquées nous conduisent à la centralité de la santé mentale en un sens positif, la santé mentale positive, à travers un vocabulaire qui est omniprésent, qui est celui des compétences dites émotionnelles, relationnelles, sociales, de savoir-être, de toute façon des compétences qui sont explicitement sociales. Et donc, la santé mentale apparaît alors comme la condition de la bonne socialisation de chacun. Et ces compétences donc, émotionnelles font l'objet d'attentes très fortes, notamment dans le monde du travail. Plus généralement, il faut dire que le souci pour les émotions tient à ce que, dans l'autonomie comme condition, les questions d'autocontrôle émotionnel et pulsionnel sont bien plus décisives que lorsque l'autonomie était une aspiration. Et Norbert Elias a fort bien vu pourquoi dans un article de 1980 qui s'appelle « La civilisation des parents » et que je vous cite. « S'affirmer comme adulte dans des sociétés structurées de la sorte requiert un degré élevé d'anticipation et de maîtrise des impulsions passagères afin d'atteindre des objectifs à long terme. S'affirmer en tant qu'adulte dans nos sociétés demande un degré élevé de maîtrise autorégulée de ses pulsions et de ses affects. Un degré élevé de maîtrise autorégulée de ses pulsions et de ses affects. C'est-à-dire que plus la complexité sociale s'accroît, plus l'investissement dans l'avenir et son incertitude s'accroît, plus se fait sentir le souci pour l'autocontrôle émotionnel et pulsionnel, et notre société est certainement très exigeante de ce point de vue. Deuxième exemple rapide, sur la scène de l'école et de l'éducation, je prends un rapport français récent qui s'intitule « Bien-être et santé des jeunes », qui a été écrit par un inspecteur général de l'éducation nationale et une professeure de pédopsychiatrie, qui a été remis au ministre de la Santé et de l'Éducation en 2016. Il me semble est très représentative d'une dynamique qui est analogue à la scène du travail. Alors, ce rapport souligne que une loi qui a précédé, qui s'appelle la loi de refondation de l'école de 2013, a mis l'accent, je cite le rapport, sur la nécessité de faire évoluer en profondeur la prise en compte par l'école des difficultés psychologiques rencontrées par les jeunes. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant être attentif au climat scolaire, pratiquer l'écoute, etc. En un mot, comme l'écrit le rapport, une nouvelle approche de la psychologie dans le système éducatif se dessine. En quoi consiste cette nouvelle approche? Eh bien, le rapport l'indique très clairement, la démarche que les psychologues scolaires doivent suivre avec les élèves, c'est, je cite, « ne pas réduire le jeune à ses difficultés, permettre de prendre appui sur ses forces et ses atouts pour apporter aide, soutien et soins. » Toute démarche thérapeutique a ainsi pour vocation à rétablir le jeune dans ses potentialités et à lever les freins à son développement affectif et social. L'ascension récente du concept de bien-être, précise le rapport, qui concerne tous les jeunes, et de son double, la souffrance psychique, reconfigure les séparations entre élèves handicapés à besoins spéciaux et les autres. Et deux pôles ont ainsi émergé qui se trouvent au cœur de la réflexion sur l'éducation aujourd'hui, la souffrance psychique et le bien-être. Je crois que l'enjeu du couple bien-être, souffrance psychique est de passer, encore une fois, d'une approche en termes déficitaires et d'inadaptation à une approche qui joue sur les potentialités de l'individu, sur les forces et les atouts. Alors, au lieu de mettre l'accent sur les déficiences à compenser de la personne, il convient de mettre en place un accompagnement lui permettant de prendre les décisions qui la concernent et de développer ses capacités à le faire. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'on a assisté à une multiplication des psychothérapies. Il en va de même des dimensions psychothérapeutiques dans toute une série de pratiques qui sont loin de la psychothérapie. Je pense à la littérature. Alexandre Geffen a publié il y a 2 ans un livre qui s'appelle, j'ai oublié son titre, mais enfin c'est sur la littérature de réparation. Cette thématique de la réparation est très très forte dans la littérature contemporaine, qu'elle soit française ou internationale. Où vous avez aussi les mémoires personnelles
qui se sont multipliées depuis les années 70, dans lesquelles les récits de maladies et d'adversités diverses dominent le marché. Ensuite, ces thérapies donc, ne sont plus seulement des moyens de soigner, ça je pense ça apparaît clairement, elles accompagnent les individus dans toutes sortes de circonstances et elles passent aujourd'hui par des démarches qui cherchent à placer dans la mesure la plus large possible et selon des modalités qui sont multiples, les solutions, compromis, moyens d'agir entre les mains des individus eux-mêmes, de telle sorte qu'ils soient capables d'être les agents de leur propre changement. Ces changements dans la manière d'agir en société forment donc le contexte dans lequel les questions de santé mentale sont devenues, au-delà des pathologies psychiatriques, des soucis transversaux à toute la société, tant sur le plan négatif du mal-être que positif du bien-être, parce que les idéaux d'autonomie mettent en relief une dimension émotionnelle qui était marginale auparavant. Alors, troisième partie de l'exposé, petit exemple, ces changements sont également agissants dans le domaine strict du soin, notamment auprès des personnes atteintes de schizophrénie. Alors c'est intéressant de prendre la schizophrénie parce que c'est la maladie cardinale de la psychiatrie et on est en plein dans le pathologique. Et donc justement, je prends cet exemple parce qu'il permet de voir comment les idéaux d'autonomie reconfigurent le pathologique lui-même. Alors, avançons. Avec la généralisation de la prise en charge des troubles psychiatriques lourds en ambulatoire et la généralisation aussi de l'idée que les personnes il vaut mieux pour les personnes qu'elles vivent dans la société plutôt qu'à l'hôpital, on a assisté à une inflexion générale des idées en matière de prise en charge, de traitement, d'accompagnement, dans le sens que je viens d'indiquer. Et le changement de l'esprit du soin est devenu éclatant avec la montée en puissance des problématiques capacitaires. Problématiques capacitaires, c'est-à-dire des approches qui sont centrées sur les capacités relatives des personnes plutôt que sur leurs déficits et qui visent moins la guérison que ce qu'on appelle le rétablissement. Le rétablissement, c'est-à-dire la capacité à agir de façon autonome et à faire ses propres choix malgré la persistance de symptômes psychiatriques. Donc, capacité relative veut dire encore une fois qu'on cherche plutôt à agir sur les atouts de l'individu, sur ses potentialités. Ces problématiques dessinent ce qu'on pourrait appeler la figure du patient capable. Elles sont portées par un ensemble de nouvelles thérapies qu'on appelle la réhabilitation psychosociale qui vise justement le rétablissement des personnes, rétablissement au sens où je viens de le définir. Par rapport aux psychothérapies classiques, la thérapie dite psychosociale s'élargit à de nouvelles cibles, à savoir, de nouvelles cibles thérapeutiques, à savoir les difficultés neurocognitives, d'attention, de mémoire, d'organisation de la santé, d'organisation de la pensée, qui grèvent fortement la qualité de vie des personnes atteintes. Elle s'étend également aux handicaps sociaux, qu'on appelle la cognition sociale, c'est-à-dire les difficultés diverses dans les interactions sociales qui empêchent l'insertion dans la société. Donc le but central de la réhabilitation est de permettre aux personnes atteintes de troubles mentaux sévères et durables de développer leur capacité d'autonomie le plus largement possible, et c'est la condition indispensable pour pouvoir vivre dans la société. Alors, l'idée de rétablissement qui se substitue à la notion de guérison recompose recompose le pathologique dans une relation entre handicap et capacité. Un patient souffrant de schizophrénie formule, à mon avis, de façon frappante cette recomposition. C'est après une séance justement de réhabilitation psychosociale, il déclare au psychologue en charge du traitement « Avant, j'étais un handicapé, mais grâce à notre travail, j'espère devenir un handicapable. » Un handicapable, je crois que là est magnifiquement formulé une définition sociologique non seulement de la nouvelle figure de malade mental qui s'est progressivement instituée avec la généralisation de l'ambulatoire, mais encore, au-delà de la psychiatrie et de la santé mentale, de la nouvelle figure d'individu qui s'est également
instituée avec la génération des idéaux d'autonomie au cours du dernier demi-siècle. Hier, handicap et capacité étaient opposés, la capacité étant du côté de l'autonomie. Aujourd'hui, ils se combinent dans une problématique des degrés de l'autonomie et de la diversité de ses formes. L'autonomie est donc un concept relatif. Handicapé est un état, handicapable est un cheminement, et très précisément un cheminement qui est moins de guérison que de transformation personnelle face à la négativité. Et dans ce cadre, les concepts d'accompagnement, de parcours, de personnalisation des traitements sont des thèmes fondamentaux. Et le soin s'entend de plus en plus comme un entrelacement du soin médical et du soin social. Medical care, social care. Ici, ce qui a joué, c'est tout simplement le changement de situation institutionnelle du patient psychiatrique qui est désormais essentiellement pris en charge en ambulatoire et non hospitalisé dans les hôpitaux psychiatriques. La question de l'autonomie et des capacités, évidemment, devient centrale dans la nouvelle situation institutionnelle. Cette situation fait apparaître, effectivement, au-delà des symptômes psychiatriques, et même quand les symptômes psychiatriques sont bien réduits, de multiples difficultés pour vivre en société et qui s'expriment, enfin, ou qui se montrent à travers justement les nouvelles cibles thérapeutiques que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire les cibles cognitives et les cibles sociales. Dans ce nouveau contexte, la relation entre le normal et le pathologique est reconfigurée par la polarité atout handicap qui passe au centre des prises en charge. Alors, les pratiques de réhabilitation, en cherchant à développer les capacités des individus, reprennent, me semble-t-il, une idée clé de la psychanalyse ou des approches psychodynamiques, à savoir que c'est l'individu et non le thérapeute qui est l'agent principal de son propre changement. L'action est pensée dans les termes d'un accompagnement de l'individu de telle sorte qu'il soit capable d'adopter une ligne de conduite personnelle face à la multiplicité des contingences que constitue le fait de vivre en société. Il s'agit d'être capable de vivre malgré le mal, malgré les symptômes. Et les références des pratiques de réhabilitation sont généralement cognitives et comportementales, et ce qui veut dire que ces pratiques consistent en général à faire des exercices d'un genre ou d'un autre qui facilitent la prise de nouvelles habitudes en matière de comportement et de pensée. Elles entraînent le patient, notamment sous la forme de modules spécialisés, en vue de former de nouvelles habitudes dans tel ou tel domaine de compétences. Le mot-clé d'ailleurs des psychologies scientifiques, depuis les débuts de la psychologie scientifique, c'est-à-dire le comportementalisme vers 1900 aux États-Unis, le mot-clé c'est apprentissage. Mais la réhabilitation peut aussi parfaitement constituer l'espace d'un travail psychodynamique, voire psychanalytique, dans lequel sont mises en œuvre non plus des pratiques d'exercice, mais d'élaboration sur les relations humaines, des pratiques réflexives. Par exemple, on voit des cliniciens s'appuyer sur ces méthodes de réhabilitation psychosociale ou de remédiation cognitive pour que les patients élaborent le matériel clinique, pour leur permettre de se le réapproprier et donner du sens là où le morcellement du moi menace. Alors donc, ce qu'on voit, c'est que dans ces pratiques peuvent se combiner de diverses manières des approches cognitives et des approches psychanalytiques ou même phénoménologiques. Prendre des habitudes par des exercices et élaborer sur les relations alimente un double mouvement complémentaire, à mon avis, psychodynamique, voire psychanalytique, et comportemental, cognitif. Si au niveau des principes, voire des stratégies thérapeutiques, ces approches s'opposent, elles peuvent, en fonction des contextes et des cas, s'avérer, du point de vue de l'usage et de l'emploi, elles peuvent s'avérer parfaitement complémentaires. Alors, pour terminer cet exposé, je voudrais dire que les pratiques se réclamant des approches psychodynamiques ou de la psychanalyse, et celles se revendiquant des neurosciences et des sciences cognitives, constituent deux grandes manières, deux grands ensembles pour soutenir et refaire notre être moral dans les sociétés individualistes de masse. Les premières pratiquent une quête
une quête d'intelligibilité pour se repérer par soi-même dans les relations. Les secondes font appel à des exercices pour prendre de nouvelles habitudes. Les premières transforment les passions au sens du patho, ce que l'on subit, c'est-à-dire les symptômes en langage moderne. Donc les premières, les approches psychodynamiques, psychanalytiques transforment les passions en questions, puisque on sait, pour Freud, le symptôme parle parce qu'il recèle un motif inconscient, transforme les passions en questions et les questions en actions, puisque pour Freud, la guérison est pour Freud la liberté de se décider pour ceci ou pour cela, c'est-à-dire une action. Donc là, on a affaire à des pratiques du discernement. Les secondes convertissent les passions, toujours les symptômes, aux moyens d'exercice qui vont jusqu'à l'automatisme. Donc, gagner du pouvoir d'agir en convertissant des symptômes par des exercices, ou gagner en intelligibilité en interprétant ceci pour savoir quel est son désir, constitue non des oppositions de nature, mais des distinctions pratiques se combinant selon des modalités multiples dans des sociétés qui sont imprégnées d'attentes collectives puissantes à l'égard de l'autonomie individuelle. Rendre intelligible pour arriver à une conscience plus claire et s'exercer pour acquérir des automatismes représente ainsi deux pratiques complémentaires sur le plan sociologique. Ces pratiques de soutien moral sont ainsi une institution sociale de notre société où l'autonomie a fait entrer chacun dans l'existence individuelle de masse, c'est-à-dire dans des formes de vie où il revient désormais à chacun non seulement de construire son existence, mais encore le sens qui lui est accordé. Je vous remercie. Merci, bonjour, merci à vous pour cette invitation, à vous rejoindre dans cette réflexion sur le bien vivre. Et je vais essayer de vous apporter quelques éléments de réflexion à partir d'enquêtes et de quelques mots à propos desquels je réfléchis. Peut-être on peut commencer par une question toute simple. Comment un étranger sans papier passe-t-il de la pire condition de sous-humanité, voire d'inhumanité, à celle d'heureux cosmopolite, donc, même inachevé comme sujet de droit, sans que cette transformation soit clairement, objectivement visible? Quelle subjectivation permet cette transformation, ou plutôt peut-être cette duplicité? Confronté partout à la condition des étrangers, celle que j'observe sur mes terrains de recherche, des gens qui sont étrangers les uns par rapport aux autres, ou la mienne, ma condition d'étranger, entièrement choisie et même devenue professionnel, voire vocationnel d'une certaine façon, étranger par métier. J'ai entrepris de déconstruire la figure de l'étranger en la considérant comme un concept relatif et relationnel. Étrangeté relative, je prends ce terme à Jean Bazin, qui a écrit plusieurs articles sur ce concept. Étrangeté relative parce qu'on n'est jamais étranger de la même façon selon les lieux, les contextes, les regards et les traitements institutionnels ou personnels qui vous définissent comme étranger, plus ou moins heureux, malheureux, victime, coupable, menace pour les autres ou sous la menace des autres. Relationnel parce qu'on n'est jamais étranger tout seul, même si cela peut aboutir à l'isolement ou à l'enfermement. Dire étranger, c'est dire, voire fixer, figer une certaine relation de distance, d'inégalité en droit et de différence, éventuellement de différence culturelle. Pour déconstruire donc, j'ai imaginé le long d'un même curseur et selon 3 domaines différents, géographiques, politiques, culturels, une même condition humaine, partagée par toutes et tous,
quels que soient nos lieux de naissance, couleur, langue. Ça, c'est l'hypothèse anthropologique, humaniste par définition, mais vécu, expérimenté dans des conditions différentes d'étrangers. Ça, c'est l'hypothèse ethnologique pour compliquer l'universel, comme dirait Barbara Cassin. Allant du pire enfer de l'alien au plus grand bonheur du cosmopolite et inversement. Répondre à la question qui est l'étranger n'est donc pas du tout une évidence. Il vaut mieux se demander comment on devient étranger. On pourrait dire par exemple qu'on ne naît pas étranger mais qu'on le devient, sous certaines conditions, bien sûr, ou bien on pourrait dire que l'on est tous étrangers, c'est-à-dire qu'on le devient dès qu'on arrive au monde. Ce serait une première manière de déranger nos certitudes et de voir alterner bien-être et mal-être dans cette condition d'étranger. Savoir qu'on devient étranger dès l'instant de la naissance, quand on sort du ventre maternel chaud et obscur, pour d'un coup venir à la lumière, arriver au monde et dans un cri découvrir l'hostilité ou l'hospitalité de l'air, des regards, des bras qui accueillent. Et toute la vie consiste ainsi pour chacun à essayer d'être un peu moins étranger au monde. C'est ce qu'on appelle la socialisation pour les enfants. Mais si cela est vrai, et le plus profondément anthropologique, je vous propose quand même d'accélérer et d'arriver plus vite à ce qui nous questionne aujourd'hui, le bonheur ou le malheur de l'étranger sur la frontière, entre dehors et dedans. Alors comment devient-on étranger ? J'ai vu 3 manières. La première, en arrivant d'ailleurs, de dehors, et en dérangeant, même sans le vouloir, un ordre de place établi quel qu'il soit, l'ordre de la maison, l'ordre du village, du quartier, de la ville, de l'État. Là, c'est l'extériorité qui fait l'étranger en tant que celui qui arrive. L'outsider en anglais, qui vient de dehors. C'est la figure de l'intrus, qui est parfois, comme aujourd'hui en particulier, figé dans des crispations identitaires qui s'appuient sur l'idée de territoire, de territorialité et donc d'extériorité, et de fermeture ou non des territoires. Une deuxième manière de devenir étranger, c'est en franchissant une frontière administrative, institutionnelle, légale. C'est ce que les juristes appellent l'extranéité. C'est donc l'extranéité qui fait l'étranger, le foreigner en anglais. Celle ou celui qui est défini par son rapport ou absence de rapport à l'état du lieu dont il est étranger et qui a besoin de droits pour, pas à pas, se rapprocher de la citoyenneté. Aujourd'hui, cette extranéité, en effet, est mesurée dans la distance à la citoyenneté nationale, modèle des droits politiques et sociaux contemporains, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il suffit de lire les travaux de Simona Ceruti sur les étrangers d'une province à l'autre, au temps des États de Savoie, pour voir qu'on pouvait être étranger pratiquement d'un village à un autre. Troisièmement, nous devenons étrangers lorsque nous quittons ce qui nous est familier et découvrons un monde autre où tout semble étrange et où tout est à réapprendre. C'est l'étrangeté de l'étranger comme stranger. L'étranger est une figure très moderne et urbaine. C'est ce qu'a montré le sociologue Jörg Simmel. Il peut être arrivé hier et ne pas repartir demain, mais il n'a pas perdu sa liberté d'aller et venir. Cette liberté peut fonder une culture propre, distinctive, heureuse, c'est-à-dire un ethos de l'étranger, une condition faite culture en quelque sorte. L'extranéité que j'ai évoquée du point de vue du droit ou de la politique, de la citoyenneté, Simmel l'évoque, lui, comme forme sociologique de l'étranger
qui associe mobilité et liberté. Cette liberté, c'est un peu le côté positif du défaut d'appartenance qui définit l'étranger comme foreigner, selon Simona Cerruti. Être étranger, c'est avoir plus ou moins de défauts, de manque d'appartenance à un groupe, à une société, à une communauté, à un État. D'ailleurs, l'étranger dans ce cas n'est plus nécessairement, dans le cas de Simmel, n'est plus nécessairement extérieur. Il est bien là dans la société, dans la ville, mais en tant que voyageur potentiel. Position très singulière de l'étranger qui peut bien être un élément du groupe lui-même, mais dont l'appartenance, ou donc une part de déficit d'appartenance, prend la forme d'une trace d'extériorité. La couleur de peau, par exemple, mais aussi la langue, l'accent, le code vestimentaire, etc. Georg Simmel explique que l'absence de lien organique, parental, local, professionnel, avec le lieu, permet ce qu'il appelle l'objectivité de l'étranger. Objective, libre, intermédiaire, entre deux, la participation particulière de l'étranger est, je cite Simmel, semblable à l'objectivité de l'observation théorique. Toujours un peu décentré, l'étranger occupe une position de connaissance en occupant la place de l'observateur pour qui la frontière peut être une méthode. Et je pense bien sûr au Border as a Method de Sandro Mesadra et Brett Nelson. Mais la position est risquée. Ce qui est gagné en intelligence du monde peut se perdre en qualité de relation. L'étranger peut toujours être désigné, pointé du doigt comme l'émissaire du parti de l'étranger. Et sa qualité se retournera contre lui, on lui reprochera son manque de loyauté, il sera l'objet de méfiance, de complotisme, il sera le bouc émissaire, etc. On voit donc l'imbrication qu'il peut y avoir avec la dimension culturelle et anthropologique de l'étranger comme stranger. Pour insister encore plus sur les écarts de bonheur et malheur, de bien-être et mal-être ressentis de l'étranger, je voudrais rappeler un autre exemple d'étranger et le dur apprentissage de cette intelligence du monde dont parle Simmel, celui du sociologue juif autrichien Alfred Schutz, exilé en juillet 1939 aux États-Unis, où il s'installe avec sa famille et vivra heureux jusqu'à sa mort 20 ans plus tard. Lui, l'émigré sociologue, s'aidera de sa propre expérience pour réfléchir à ce qu'il a construit comme une phénoménologie de l'étranger, c'est-à-dire aux ajustements, interprétations, apprentissages que vit partout l'étranger. Il s'intéresse à la façon dont des modèles culturels se croisent et se superposent, en partie, pour engendrer une nouvelle, entre guillemets, manière de penser habituelle, syncrétique, singulière. Car l'étranger arrive dans la nouvelle situation avec une manière de penser qui lui semblait évidente et naturelle, et il doit donc s'orienter dans un nouveau modèle culturel, une langue, des mœurs, des lois, du folklore, des modes, qui est comme un labyrinthe. C'est l'étranger dans son labyrinthe. La meilleure définition de cette étrangeté, c'est donc certainement ce labyrinthe d'Alfred Schutz, il me semble, c'est-à-dire la difficile épreuve de comprendre un nouveau lieu et savoir vivre et agir avec ses règles. Inconfortable position, réticent ou incapable de substituer entièrement un modèle culturel par un autre, l'étranger est, je cite encore Schutz, un hybride culturel qui vit à la frontière de deux modèles
différent de vie sans savoir vers lequel il doit aller. Ces épreuves sont aujourd'hui bien plus nombreuses qu'au temps des digressions des sociologues Schutz et Simmel, dans un cadre de plus en plus souvent cosmopolite, où chacun se trouve impliqué. Le partage entre l'étrangeté et la familiarité représente une épreuve habituelle. Des situations de contact étudiées par les ethnologues à l'époque coloniale, lors de l'étude de groupes humains qu'on disait mais qui n'étaient jamais réellement isolés, on est en train de passer dans le monde de la globalisation à une généralisation des situations de frontières. C'est comme si l'on était toujours en train de découvrir quelque chose qui nous est étrange, quelqu'un qui nous est étranger, qui dérange. C'est pour ça qu'on peut très bien entendre « on n'est plus chez toi, on n'est plus chez soi, ce n'est plus comme avant ». Le mal-être des Français est mondialement connu et célèbre, malgré un niveau de vie parmi les plus élevés au monde. C'est cela qu'il nous faut penser et aussi accepter, bien sûr, ce n'est pas facile, penser cette condition d'étranger et de rapport à l'étranger en relation, en situation, dans toute sa complexité et sa dynamique constante, et la vivre surtout, ce qui peut nous aider non seulement à l'accepter, mais à tirer de cette relation toute la richesse qu'elle nous apporte. Les trois définitions de l'étranger que j'ai décrites, l'extériorité de l'outsider, l'extranéité du foreigner, l'étrangeté du stranger, renvoient donc à trois frontières géographiques, sociopolitiques et culturelles, régulièrement rencontrées dans nos vies, dès lors que nous nous déplaçons un peu, ou beaucoup, par plaisir ou par nécessité, voire urgence. Nous sommes tous amenés à vivre cette condition d'étranger comme une séquence plus ou moins longue et provisoire de nos vies. Notre identité ne se réduit jamais à cette condition provisoire et changeante d'étranger, mais elle est travaillée par elle et devient plus hybride au long de ces épreuves d'étrangeté. Cette condition d'étranger, qui est dans ce sens et malgré le paradoxe apparent autant universelle que relative, est une combinaison toujours singulière de ces trois parts que j'ai évoquées, géographique, socio-juridico-politique et culturelle. Imaginons maintenant, si vous voulez, le long de chaque part ayant la forme d'un axe, un curseur qui se déplacerait vers le haut ou vers le bas. Pour ce qui concerne l'extériorité, il irait depuis le confinement extraterritorial, les camps, les centres de rétention au plus bas, jusqu'à l'ouverture des espaces, la libre circulation sur toute la planète au plus haut. Du point de vue de l'extranéité, il naviguerait depuis le déficit total de droits d'appartenance au plus bas, jusqu'à la pleine citoyenneté n'importe où dans le monde. Et dans le cas de l'étrangeté, il irait de l'invisibilité extrême de sa personne et de sa culture vers le bas, à la pleine reconnaissance et compréhension par et avec les autres vers le haut. La plus ou moins grande intensité positive ou négative de chacune de ces trois conceptions et la combinaison entre elles détermine et relativise les différentes représentations et expériences, les différents contextes et les différents traitements de chaque personne étrangère à un moment donné dans le monde contemporain. Chacun ou chacune pourra se situer à sa guise et selon ses expériences sur un gradient ou l'autre de chacun des trois axes de la condition d'étranger, être plus ou moins chez soi partout, avoir plus ou moins de droits dans tous les pays, rencontrer plus ou moins de reconnaissance culturelle partout sur Terre. Si l'on pousse les trois curseurs vers le haut de chaque axe, on atteint la vie bonne et heureuse du citoyen du monde partout sur Terre, une vie que personne ne connaît encore intégralement, mais qu'on imagine bien, surtout quand on est, par exemple, blanc, européen, mâle,
Ce serait la forme concrète de cette utopie cosmopolitique portée depuis le siècle des Lumières. Mais si chacun peut ainsi monter le long de cette transformation de l'étranger en citoyen cosmopolite, et donc si l'on veut aller vers la disparition de l'étranger, ce dont beaucoup de gens rêvent, en disant que personne n'est étranger sur Terre, chacun peut aussi descendre au plus bas de ces trois axes, selon ses lieux de naissance, ses lieux de vie et selon les contextes. Ce que je veux suggérer avec cette petite représentation imagée en axes et curseurs, c'est que nous ne changeons pas de monde et nous ne changeons pas même d'identité lorsque nos trois curseurs s'effondrent ensemble au plus bas et qu'ils forment la figure inverse mais symétrique à celle du bonheur cosmopolite. C'est celle de l'étranger absolu, invisible, sans droit, bloqué à la frontière et pouvant même être laissé à mourir. C'est ainsi que naît une quatrième figure qu'on connaît bien aujourd'hui, en forme de spectre ou de fantasme du malheur et de l'horreur, qu'on peut rapprocher de la fiction de l'alien. L'imaginaire esthétique et politique construit l'alien comme un autre absolu et radical, mais cet autre n'est rien d'autre que nous-mêmes, au plus bas du droit à la mobilité, de la reconnaissance des droits civiques, de la relation culturelle. C'est donc dans la langue anglaise l'illegal alien. C'est aussi l'image plus générique d'un alien appartenant à un autre monde, un autre univers, ni humain, ni même terrien. Et c'est là maintenant que je voudrais vous parler de Hassan Yassine, un poète migrant soudanais, ou un migrant soudanais poète, ou un poète tout simplement. Je l'ai rencontré en 2017, quand nous menions la recherche du programme Babels sur les conditions d'accueil et d'hospitalité dans les villes françaises et européennes, et en particulier sur les campements à Paris. Et c'est là que Hassan a rencontré Chora Makaremi, une sociologue qui travaille dans cette équipe, et que Chora me l'a présentée. Et nous sommes devenus, je crois, assez proches. Alors voilà en résumé l'histoire de Hassan Yassine. C'est quand il a lu l'article d'une journaliste rencontrée porte de la Chapelle, sous le métro, au nord de Paris, un article intitulé « 1 kilomètre de déchets », évoquant les campements sous le métro aérien entre les stations La Chapelle et Stalingrad, où il se trouvait lui-même, qu'Hassan a répondu en diffusant auprès de ses amis et connaissances le poème « La malédiction ». Je vais vous le lire. Sous le métro, sous la tente, Hassan écrit ses poèmes sans papier. Il écrit là où il les diffuse sur son smartphone, qui est très peu téléphone et beaucoup d'autres choses. Hassan a en lui tout ce dont parle la crise migratoire. Responsable d'une ONG venant en aide aux indigents à Khartoum, il est harcelé et mis en prison 45 jours par le gouvernement soudanais, qui lui reproche de faire une mauvaise publicité à son pays, d'autant qu'il a eu auparavant quelques contacts avec des organisations internationales qui parlent beaucoup trop de droits de l'homme. Il avait travaillé auparavant quelque temps pour la section belge de Médecins sans frontières avant de créer sa propre organisation. De Khartoum, il est parti en 2015 pour aller vers le nord, en Égypte, où il a passé quelques jours au Caire d'abord, puis longe les villes du littoral vers l'ouest qui le mènent aux villes libyennes, Tobrouk, se souvient-il, puis d'autres jusqu'au point où une petite embarcation le mène en Sicile. Et là, silence, il écrira ensuite « Je suis un migrant qui a survécu à la fermentation de la chair en Méditerranée ». De là, il échappera au centre d'accueil et de rétention, en Sicile donc, en s'éclipsant avec quelques autres pendant un arrêt du bus qui le conduit vers l'un de ces centres.
Il marche longtemps, va jusqu'à Rome, et de là à Turin, puis à Vintimille. Un peu partout sur son trajet, il trouve de l'aide auprès de collectifs et de personnes qui l'accueillent chez elles. Il passe la frontière à Vintimille en cherchant des ruelles sur Google Maps, auxquelles il accède en trouvant 10 € pour se connecter sur Internet. Il réussit à passer quand les autres lui disent « tu n'y arriveras pas ». Il arrive à Nice, où il est hébergé et aidé par des associations, puis à Paris le 6 avril 2016, se souvient-il. Il passe un mois donc dans les campements de Paris, puis une semaine dans la jungle de Calais. Il dit « Tant de gens si différents réussissent à vivre ensemble normalement dans la paix. Il y a des disputes, mais c'est à propos des choses ordinaires, des problèmes d'argent, de nourriture, d'eau, mais pas à cause de la religion ou de la nationalité. » À Paris, il entre dans le circuit de la demande d'asile. Il est envoyé dans des appartements par les services sociaux, cohabite plusieurs mois avec un couple tchétchène et finit par parler russe, puis avec des Arméniens, puis des Iraniens. Et à chaque fois, il apprend un peu amusé la langue et les manières de vivre de ses co-résidents. Mais c'est le français qu'il veut apprendre, sans trouver la bonne voie. « Il faut absolument que je parle français, dit-il, dit le poète de Khartoum, qui sait réciter Baudelaire et Verlaine. Ses yeux brillent quand il évoque Baudelaire. » Au bout de quelques mois, une femme française le reçoit en face à face à l'OFPRA pour traiter sa demande d'asile, et elle lui refuse le sésame libérateur qu'elle tient au bout de son clic. Elle lui refuse le statut de réfugié parce que vous avez menti, entend-il. Et il répond avec un poème qui s'appelle « Les menteurs ». Pas assez de prison, 45 jours pourtant, pas assez de harcèlement policier, de fonds coupés à son association, pas de preuves tangibles, photos, attestations, etc., du sort fait à un enseignant et militant associatif. C'est le poète qui répond. Hassan préfère les poèmes d'amour et de rêverie, mais sa poésie répond pour lui aux agressions. C'est la poésie qui lui permet de dire qu'il vit avec la peur, son amie secrète. C'est ainsi dans ce combat féroce qu'une nouvelle littérature d'exil, me semble-t-il, est en train de naître, celle des artistes migrants. Dans la douleur, dans la violence, la haine des États pour les sans-États et le souffle de vie de la solidarité ici et là. Alors, j'ai essayé de prendre des extraits de La Malédiction, mais c'est un petit peu difficile de le couper. Alors, je vais vous le lire intégralement, mais un peu vite, d'autant plus que je ne suis pas spécialiste dans la lecture des poèmes. La malédiction. Je suis une malédiction, je suis la malédiction incarnée. Suspendue à ma corde secrète attachée à l'utérus du ciel, j'entends les cris du vent et les pleurs aux alentours. Je parle aux fleurs autour de moi et j'admire le chant des murs, ces murs de mon isolement infini et la peur, mon amie secrète. Rien ne me donne le sentiment de sécurité. Vous, les passants face à moi, ne demandez pas la miséricorde en mon nom, comme pour un pécheur dans l'attente du pardon. Détournez le regard. N'ayez pas pitié de moi. Donnez-moi un sac noir pour que j'y rassemble ma désolation, ma défaite et mon anéantissement pour pouvoir le mâcher et l'avaler. Donnez-moi du feu pour que je brûle mes saletés. Je suis une charogne qui empuantit votre air jusqu'à vous faire détester vos corps élancés, parfumés d'essence florale de Paris. Je vous inspire la haine de la race humaine, mes semblables désarticulés, ceux qui ont subi les horreurs des guerres. Je suis une charogne où demeurent les vers. Je ne serai ni leur dernier rêve, ni leur dernière demeure, ni ce qui reste de leurs souvenirs. J'ignore le jour de ma mort, laissez-moi reprendre souffle, fermer les yeux pour me réveiller au paradis. Je n'ai envie de rien, rien ne me séduit plus, pas même le baiser de l'enfant que j'aurais pu avoir,
ni la jouissance au moment de sa conception, ni même la pénétration d'une partie de moi dans les vagins, berceau de mes espoirs incertains. Priez pour que mon heure arrive vite, le moindre regard vers moi ne vous inspire que dégoût. Laissez-moi quitter votre monde d'artifice où je n'existe pas. Je suis un anonyme, sans identité, sans papier, un tas de détritus face à vos portes. Je m'abandonne entre vie et mort. Puisse Dieu me faire ange ou démon, qu'importe, que ma mort soit subite, si seulement les fleurs pouvaient pousser sur mon cœur, parfumer mes poumons et orner les vers, alors les battements de mon cœur partageraient la nostalgie du chant des cloches. Vos prières enveloppent ma peur, mais je ne mérite pas le nom de corps parce que c'est mon cadavre pourri qui vous observe, ce corps qui d'être dénié devient charogne. L'eau la plus limpide n'arrive plus jusqu'à moi, même vos chiens me regardent étrangement, vos chiens bien emmitouflés qui ont des papiers d'identité et un nom, des coussins et des colliers ornés de perles, eux qui me surveillent étrangement. Ô Dieu que je respecte, quand m'accorderas-tu la miséricorde pour autoriser mon cœur à s'arrêter, mon cœur rempli de fleurs empoisonnées, cette boule qui ne se lasse jamais, son battement m'épuise et m'exaspère. Il n'y a pas pire mot que réfugié à jeter à la figure d'un homme. Des strates de saleté couvrent ma peau et la réchauffent de puanteur. Vos parfums perturbent les poux incrustés dans mes cheveux, vous les passants devant moi. Je suis un migrant qui a survécu à la fermentation de la chair en Méditerranée pour finir de fermenter dans les rues de Paris. Ces rues qu'on nettoie au petit matin, moi pas. Je suis le mensonge de ce monde, je suis cette humanité venue d'Adam, surmédiatisée, dont les stratégies municipales se débarrassent. Ils instituent des milliers de commissions, ils dépensent des sommes colossales pour m'arracher aux racines des arbres où je suis imbriqué. Alors je ne sais plus si je suis un lambeau de chair ou un pavé. Ce monde me nie, il renvoie mes frères à leur destin de torturer et d'accuser, assassinés au nom des conventions internationales, après avoir échappé au contrôle de police à Rome, aux prises d'empreintes maudites, venues des fleuves de sang africains pour sombrer plus bas que terre. Mais pourquoi? Parce que je suis un réfugié qui pue, allongé, espoir bloqué et horizon bouché, perdu, je meurs à la naissance des fleurs, dans le silence de l'éclosion. Hassan le poète s'est vu refuser ses papiers jusqu'à aujourd'hui. Il circule d'un lieu à l'autre, toujours discrètement, et commence à connaître les petites villes de la province française, dont il parle avec un léger sourire de reconnaissance autant que de détachement. Il trouve sans le dire des petits boulots de maçonnerie. Sur 200 € gagnés en aidant à retaper une vieille maison, il envoie 20 € à sa mère à Khartoum, et surtout il ne lui raconte pas tout ça. Trop de tristesse, trop d'inquiétude. Il est donc en situation irrégulière, mais il tient, il ne lâche pas, et il voit même devant lui, dit-il, quelque chose comme une lueur qui lui dit qu'il va se sortir enfin de ce corps qui, d'être dénié, devient charogne. Et il s'est fait tout un réseau d'amis qui le soutient. Même sans papier, il a transformé sa condition d'étranger, d'alien, de paria, en une matière poétique. Sur les 3 domaines de mon curseur de la condition d'étranger, il est un peu moins outsider parce qu'il a tissé un réseau de lieux refuges, lieux abris. Il vit entre le quartier Stalingrad à Paris et la ville de Saint-Brieuc en Bretagne, où des citoyens français lui ont trouvé un hébergement durable. Toujours en situation irrégulière, sa condition de foreigner a quand même augmenté un peu en droit et intégration, puisqu'il a autour de lui un cadre sociologique qui l'intègre et le protège, lui permet de gagner un peu d'argent, des petits boulots ici ou là, et il est en train de tenter de monter une petite entreprise de livraison avec
un autre Soudanais qui a des papiers. Et du côté de la reconnaissance du stranger, eh bien, il est heureux parce que ses poèmes vont être traduits, édités et publiés chez un éditeur français. Il a l'occasion de les dire en public, assez souvent maintenant, dans différents lieux où il peut se produire comme poète. Une même personne peut donc changer de position dans la condition d'étranger, sortir du fatalisme de l'effondrement en quelque sorte et devenir sujet. Je voudrais terminer sur cette note pour vous redonner le sourire de l'émergence du sujet, puisque Hassan, lui, a toujours le sourire. Donc vous proposez de désigner cette transformation comme une forme de subjectivation, d'émergence du sujet, en l'occurrence du sujet esthétique. Dans un autre travail, j'ai distingué 3 formes de sujet, le sujet rituel, le sujet politique et le sujet esthétique. Le sujet esthétique, c'est le sujet comme auteur. Pour produire un récit de soi, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Tout d'abord, il faut un lieu pour pouvoir prendre la parole. Il faut qu'elle soit socialisée, cette parole, et entendue devant un interlocuteur, puis éventuellement de moins en moins proche des interlocuteurs, puis un auditoire plus large et anonyme. Plusieurs contextes sont possibles. Avant de parler devant des auditoires de poètes, en librairie, dans des soirées culturelles et plus récemment à la Maison de la Poésie, les poèmes écrits de Hassan ont circulé par les réseaux sociaux. On peut dire que maintenant les réseaux sont devenus des scènes publiques d'expression d'un sujet, alors même qu'il avait ce moyen dans son smartphone qui était dans sa main, tout simplement. La prise de parole peut aussi être une prise d'écriture, et on le voit bien dans son cas. On voit que le récit de soi, orienté vers les autres, implique donc de plus en plus un souci esthétique. Des compétences de langage, des compétences d'écriture, de jeu de rôle, de mise en scène de soi sont nécessaires à la prise de parole. Je m'appuie là, et je ne vais pas vous le développer, mais sur tout ce qu'on peut dire sur les fonctions du témoignage pour des réfugiés qu'on peut voir dans des camps de réfugiés, où on voit que certains parlent très bien de leur souffrance, par exemple, parlent très bien de leur itinéraire de violence, et d'autres ne savent pas parler. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vécu la même chose, mais ça veut dire simplement que pour produire un récit qui va être le récit qui va nous paraître le plus authentique, le plus fort, le plus vrai, eh bien il faut qu'il y ait un travail, artistique, il faut qu'il y ait un travail esthétique, et c'est ce que je voudrais dire à propos de Hassan pour lui rendre sa fonction de sujet esthétique et donc d'artiste, et pas seulement de migrant, témoin, et pas seulement de témoin d'une migration. Donc un travail est nécessaire pour créer et parfaire autant que possible le récit comme présentation de soi, et c'est ce qui, au-delà des visées assignées à tel ou tel récit, livre ou pièce de théâtre, comme on en voit maintenant beaucoup, transforme le soi en auteur, alors même qu'il se présente à ce moment-là et au terme d'un travail esthétique réussi comme le pur, vrai témoin de cette expérience qui serait transparent à son soi. Avec la malédiction, Hassan passe du malheur d'être réfugié au bonheur d'être un auteur. Mais c'est bien sûr la même personne. Et ce poème, La malédiction,
sera le titre du recueil de poèmes qu'il va publier, et c'est ça qui est important maintenant dans sa vie. Les sujets existent en se détachant de leurs conditions sociales, d'une identité assignée, ethnique, raciale, humanitaire, éventuellement d'un soi souffrant. Je pense évidemment à Jacques Rancière, au sujet contre l'identité, au sujet qui dit « Je ne suis pas celui que vous croyez, je suis un autre ». Et c'est cet autre qui est le sujet de parole. C'est ce en quoi le sujet interpelle les sciences sociales de terrain, et c'est ce en quoi on peut commencer à parler d'une anthropologie du sujet, ou de l'émergence du sujet, ou de la subjectivation. S'il y a nécessairement des espaces et des conditions, des scènes ou des situations pour qu'il y ait subjectivation, il y a aussi des gens, des vrais gens, qui se mettent à exister comme sujet à un moment donné, sous certaines conditions et dans une situation donnée. C'est donc bien cela qu'il nous faut penser. Il y a non seulement des subjectivations, mais il y a formation d'un sujet. C'est là que les choses deviennent plus complexes et plus intéressantes pour l'ethnographie. La part esthétique de la prise de parole, ou de la prise d'écriture, ou de la prise de rôle, participe au-delà du produit de la performance, de l'avènement de l'auteur comme expression du sujet. Dès qu'une personne a le souci de se poser en interlocuteur dans sa prise de parole, de faire son récit une performance, d'écrire un livre ou de jouer une scène dans la rue qui pourra devenir une performance de théâtre, alors il ou elle devient auteur, autrice, dans une dimension esthétique. Il sort de son soi, et c'est le travail esthétique du récit de soi qui permet de sortir de ce soi en devenant un sujet auteur. La personne s'est ainsi dédoublée. Je ne sais pas si on est dans de la schizophrénie, mais on est dans une forme de dédoublement, dans une performance sans pour autant disparaître, puisqu'elle saura dire, plus vrai et authentique que n'importe quel témoignage, la condition du campement de la chapelle. À chaque fois que je revois Hassan, je me demande où il en est de sa position, de la position de son curseur sur les 3 axes de l'Outsider. Il m'a fait découvrir un restaurant, une cantine de repas soudanais à Stalingrad. Il connaît mieux Paris que moi, puisque c'est à quelques centaines de mètres de chez moi, et je ne le connaissais pas. De sa condition de foreigner, il est en situation régulière, mais va bientôt pouvoir créer une entreprise de livraison avec un collègue qui, lui, a des papiers, et en achetant ensemble une camionnette. Donc, il élargit sa surface sociale, et il a un réseau de relations, tout un groupe autour de lui. Et puis, sur le curseur du Stranger, où il est de plus en plus poète. Donc il va bien, il est attentif aux autres, il est entreprenant, il sourit, il est toujours en retard, il a plein de choses à faire et il est capable d'écrire ce poème de la malédiction qui est aussi lui-même. Voilà, je vous remercie. Parce que leurs exposés ont été très très denses et on devrait en principe ouvrir une nouvelle conférence uniquement à partir de ces 2 contributions. La première qui pose très fortement la question de la responsabilité d'un savoir, le savoir médical psychiatrique, dans la production de ces impasses, de ces labyrinthes, de ces contradictions. Comment oublier qu'à partir du début de la classification psychiatrique américaine, 1952 jusqu'à la dernière, les catégories diagnostiques se sont multipliées pour 3. Ça, c'est quelque chose qui interroge beaucoup les historiens de la psychiatrie. Est-ce qu'il y a eu vraiment un avancement de la connaissance ou il y a quelque chose d'autre, quelque anxiété que les savoirs psychiatriques cherchent à masquer, peut-être à soigner
par cette prolifération diagnostique sans réussir à la nommer. Évidemment, ce qui a été défini comme paradigme des capacités a beaucoup de choses à dire sur la question de la dépression, de la dépendance, de la toxicomanie. Donc, c'est un travail que je vais lire aussi dans la perspective de Georges Devereux, lorsqu'il disait que la schizophrénie était la maladie sans larmes de la société américaine. Je pense que la dépression, c'est peut-être une condition semblable. C'est les portraits de nos modèles des sujets. Et je remercie vraiment Michel pour avoir mis en premier plan la condition de l'étranger, l'avoir décortiqué et avoir mis en premier plan surtout la puissance de la parole. Parce que j'ai pensé à des personnes que je connais, la capacité de transcender leurs conditions à partir de cette puissance. Et je fais un petit parallèle. Je me souviens que Frantz Fanon avait écrit les colonisés ne dit pas la vérité, il est la vérité. Et lorsque tu dis par les mots de Hassan Yassine, je suis le mensonge du monde, je me trouve à l'autre côté, mais au fond. Le colonisé est la vérité du monde, le demandeur d'asile en est le mensonge. Je pense qu'il faut travailler sur cette dépolarité parce que moi aussi je suis interrogé par cette rhétorique du mensonge qui est vraiment la manière pour fermer nos yeux sur les mensonges du monde, des gouvernements, de nos politiques. Donc, c'est vraiment un grand défi théorique que tu nous as lancé et je te remercie vraiment. Et alors, il y a peut-être quelques instants, quelques minutes pour des questions, pour des réactions à ces deux interventions avant de clôturer cette très belle conférence. Est-ce qu'il y a des questions, de considérations, de remarques Je me demande, peut-être en faisant une lien un peu hasardée, un peu de exposer, si Hassan nous aide aussi à penser que le capital narratif qu'il incarne, c'est lié au fait qu'il a eu la capacité de se faire écouter, entendre par quelqu'un d'autre. Parce que le devenir auteur, le bonheur d'être un auteur, on ne peut pas le faire toute seule. Donc, dans un espace d'autonomie, penser comme l'individualité et la solitude la plus extrême. Donc, je me demande peut-être plutôt, j'ai une question pour Michel, si ce bonheur d'être un auteur, c'est aussi la capacité de faire lien social. Donc, si Hassan peut être pour nous un exemple de la capacité, même dans l'aliénité, dans l'étrangeté, de continuer à se faire capable de construire des liens sociaux avec les autres. Et donc, nous donne la possibilité de penser une bonne socialisation d'une façon tout à fait différente de ce que les Nord pensent comme socialisation. Je pose la question dans la suite de l'autre. Moi, j'aurais aimé en savoir plus justement sur les conditions d'émergence de la parole, et notamment sur les autres, ce qui crée l'hospitalité, ce qui à Saint-Brieuc constitue un espace de possibilité de création. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait comme une bifurcation là. Peut-être c'est surinterprété, mais en tous les cas, qui sont ces autres qui permettent à Hassan d'exister dans du bien-être, quoi. Voilà, pour rester dans la problématique du colloque. Au fond, il y a une... Oui, merci pour
ces exposés magnifiques. Ma question, c'était cet individu autonome, est-ce que c'est le comble de l'individu autoréifié, finalement? Le compte de l'individu Autoréifié, par rapport. Merci d'abord pour je sais pas, la force ou la puissance, je sais pas, et la beauté des propos. Est-ce que dans le rapport entre l'individu et le collectif, vous dites là, dans votre exposé, la norme c'est l'individu, l'autonomie, aspiration, et alors est-ce que ça s'oppose, est-ce que ça va dans la continuité, parce que on voit bien qu'il y a une autonomisation, mais en même temps il y a des dimensions collectives importantes, il y a de plus en plus d'actions associatives, il y a de plus en plus de donc comment faire le lien entre les deux? Est-ce que l'un finalement va favoriser l'autre, ou est-ce que c'est une nature totalement différente? Voilà, j'avais une interrogation sur ce point. Autoréifié, j'ai pas l'impression. Bien entendu, il y a toutes sortes de formes d'aliénation dans la société, mais c'est pas ça que j'ai. Enfin, c'est pas le point sur lequel je crois j'ai voulu insister. C'est plutôt essayer de clarifier le système d'attente collective à l'égard de l'individualité, avec le déplacement de l'autonomie comme aspiration à l'autonomie comme condition. Bien sûr, l'autonomie peut être parfaitement aliénante, contrainte, etc., etc. Par rapport à... Je ne crois pas que autonomie s'oppose à collectif. Hein. Justement, enfin, le collectif... Je ne sais pas ce que vous entendez par collectif, mais je crois qu'il y a deux sens de collectif, et il y en a un qui, pour le sociologue, est bon et l'autre qui ne l'est pas. Le collectif qui n'est pas bon, c'est l'identifier aux plusieurs. Et le collectif qui est bon, pour le sociologue, c'est le commun. C'est ce qu'on a en commun. Et on peut être parfaitement seul. Par exemple, je sais pas, l'usage d'un marteau est une activité sociale parce qu'un marteau suppose tout en arrière-plan toute une série d'institutions sociales qui fait que le marteau ait pu être inventé. Donc, à mon avis, il n'y a pas, en tout cas, s'il y a une contradiction, elle ne se situe pas, disons, à ce niveau-là. L'autonomie étant elle-même une attente, justement, enfin, j'ai essayé de présenter l'autonomie non pas comme quelque chose d'individuel, mais plutôt comme un système de représentation collective, c'est-à-dire un système d'attente qui traverse chacun et auquel chacun répond de toutes sortes de manières. Merci. Alors, je vois un lien entre les trois questions. Pour moi, il est évident, c'est ce dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire c'est tous les dispositifs et les élans autour de l'hospitalité, c'est-à-dire c'est l'hospitalité de la parole qui donne, on le sait que la parole, j'ai un travail sur ce thème de l'hospitalité par ailleurs, et j'ai retrouvé le texte que j'avais relevé dans mes enquêtes il y a longtemps en Afrique, au Togo, auprès des Haoussa qui ont tout un code et un langage de l'hospitalité. Et donc il y avait un chant des enfants de l'école coranique qui dit si un étranger vient chez toi, tu lui donneras un verre d'eau, vous vous asserrez et vous commencerez la conversation de l'amitié. Et donc c'est évidemment la première chose, c'est de commencer la conversation. Et donc je crois que cette question, effectivement, ce qu'on a trouvé aussi en Europe ces dernières années, c'est effectivement des gouvernements des États qui ont été très peureux, très apeurants d'ailleurs, mais on a vu effectivement plein de collectifs. Alors là, le bon collectif des anthropologues, c'est la communauté, et on a trouvé plein d'associations qui ont fait communauté. Et moi, ce que je dis souvent quand je travaille un peu quand j'expose autour de cette question de la mobilisation à propos d'hospitalité, c'est qu'il y a la plateforme Sursaut Citoyen a recensé 1200 collectifs qui se sont formés depuis 2015 autour de l'accueil des migrants, jusqu'à, dans un quart, accueillir
les migrants chez soi. Et donc cet élan-là a formé a mis de la communauté dans la société française, quoi. C'est-à-dire, alors qu'on a enlevé de la communauté pour mettre davantage d'individus face à l'État. Et donc, beaucoup de choses qui étaient attribuées comme la forme sociale de l'hospitalité, qui étaient attribuées à des communautés dans d'autres pays ou dans l'histoire de France ou dans l'histoire européenne, tout d'un coup, en voulant redonner de l'hospitalité, on recrée de la communauté à travers la création de ces associations. Donc la parole, donner l'écoute à la parole et donner la maison à Hassan, c'est la même chose, c'est la même mobilisation qui permet d'arriver et qui est justement, c'est ça un petit peu comme ça que je comprends aussi la troisième intervention, c'est-à-dire qui fait qu'il y a une compatibilité entre l'émergence du sujet et la présence d'une communauté. Il faut qu'il y ait de la communauté pour qu'un sujet puisse se faire entendre, puisse se socialiser. Il n'y a pas de sujet sans socialisation du sujet et donc sans une communauté autour qui le permet. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire qui le crée, parce que Hassan était déjà poète dans l'âme et déjà un peu dans les écrits quand il était au Soudan. Mais cette communauté-là, avec cette expérience-là, fait émerger un poète, quoi. Un sujet. Merci à Michel aussi. Je pense qu'effectivement, la subjectivation diagnostique, thérapeutique ou humanitaire risque de tuer la parole. Tandis que les vrais soins et la vraie citoyenneté, c'est la capacité de faire surgir cette parole. Donc, merci encore pour ces mots conclusifs.